la présidente, le visage est vif, donc heu, voilà. Je partage l'écran. Merci donc. Normalement, vous devriez, avoir accès, à l'écran là maintenant, complet. Dites-moi si vous le voyez bien et si, la connexion est bonne et le son, donc parfait. Donc je me présente en 2 minutes, même si c'est, même en 30 secondes, même si c'est pas la première fois que j'ai la chance d'être ici au cercle des dirigeants d'entreprise. Donc je suis basé à Bruxelles, donc je parle depuis, Bruxelles. Je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Eurintelligence et nous sommes spécialisés dans la stratégie d'entreprise, dans leur croissance et aussi en affaires publiques, ce qu'on appelle plus communément ici, à Bruxelles, du lobbying. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur, les questions liées à Biden et surtout aux 100 jours parce que, hier soir, il a pris la parole et justement, c'était l'occasion pour pouvoir s'adresser à la nation, et la question vaut la peine d'être posée: d'où vient cette expression? Pour les personnes qui reconnaissent la personne à gauche, c'est Franklin Delano Roosevelt qui s'adressait, lui, au 100e jour justement, mais là, à ce moment-là, il n'y avait pas de télévision et il y avait encore moins de réseaux sociaux, donc c'était, sur les chaînes, radio qu'il avait pris, la parole. Donc je vais juste vous expliquer en un ou 2 slides les 100 jours, pourquoi aussi, et puis revenir sur ce qu'a réalisé jusqu'ici, Biden et surtout les 100 prochains jours, si pas les 600 à 800 prochains jours jusqu'au prochain, scrutin qui aura lieu, donc les élections de mi-mandat, qui ont lieu tous les 2 ans, et puis après en 2024, les prochaines élections présidentielles. Alors il faut savoir déjà que 100 jours déjà, l'expression n'a aucune teneur, légale, c'est juste une coutume qui remonte aux années 30, de la période de Franklin, Delano Roosevelt, qui était arrivé au pouvoir en 1933 et qui, pendant 100 jours, a été extrêmement, productif, on pourra dire, en faisant, avaliser et passer un très grand nombre, de lois. C'était aussi une période de marasme, à l'époque. Il a fait, adopter une série de projets, qui ont, non seulement, contribué à résoudre la crise grâce au New Deal, mais, qui ont surtout, renforcé l'autorité du gouvernement fédéral. On va revenir là-dessus un peu plus tard parce que justement ce qu'est en train de faire Biden est quand même quelque chose, d'assez nouveau qui change beaucoup par rapport à la marque de fabrique Trump. C'est quand même un retour en force, de l'exécutif et du gouvernement. Alors la question, est-ce que ce sont un jour important? Déjà, c'est un baromètre pour voir si, le nombre de lois qui sont votées, mais surtout si, l'équipe qui est à la Maison Blanche et le cabinet restreint autour du président fonctionne assez bien. Donc le nombre de lois, votées, on le voit avec Truman, avec Obama ou avec Trump ou même avec Franklin Delano Roosevelt. Le nombre est totalement, différent, mais c'est surtout le type et l'importance de ces lois qui sont vraiment importantes et peut-être à décrypter. On va le voir un peu plus tard. Biden, lui, a fait passer non pas des lois parce qu'il n'a pas toujours la majorité nécessaire pour faire passer un certain type de loi. Et donc, il prend ce qu'on appelle des executive orders. Donc, ce sont des ordres présidentiels exécutifs. Donc, ces 100 jours, ils prédisent pas nécessairement aussi le mandat. On l'a vu avec Clinton et Reagan qui ont commencé en dents de scie, et puis après, ils en ont fait 2 mandats. Ils sont restés extrêmement populaires auprès de la population américaine. Alors, durant la campagne électorale et les premiers jours de Biden, il y avait des promesses clés au niveau de la santé notamment. C'est la priorité vraiment première dans l'agenda du président, une lutte contre pardon, la pandémie, la Covid-19, l'imposition de masques, un système de vaccination qui fonctionne, chose qui n'avait pas été évoquée pas assez et surtout au niveau de la stratégie d'application par l'ancien locataire de la Maison Blanche, Donald Trump. Un changement au niveau de l'assiette des impôts avec des riches qui, contribuent plus. On aura l'occasion d'en parler et puis surtout de répondre peut-être à des questions, de la part, du public. Une relance économique qui vient avec un plan, de stimulation économique assez ambitieux, une volonté aussi d'augmenter le salaire minimum à 15 $ par heure. C'est déjà le cas dans certains États américains, mais pas partout et lui, Biden, voudrait justement l'imposer à 15 $ au niveau fédéral, donc sur tout le pays. L'environnement est aussi une autre priorité puisque, il y a un focus sur les investissements dans le renouvelable, un retour dans les accords de Paris, le fameux COP 21 et puis un regard tourné vers la COP 26 qui aura lieu à Glasgow dans quelques mois, qui est le prochain sommet, des Nations unies sur l'environnement et une volonté à l'horizon
2050 d'une économie décarbonisée aux États-Unis. 2 autres dossiers qui vont être difficiles à gérer, l'immigration avec la frontière avec le Mexique, mais aussi des inégalités raciales. Là aussi, on le voit, on l'a vu notamment avec George Floyd et le procès du policier à Minneapolis. Ce sont quand même des thématiques extrêmement clivantes et que Joe Biden aura peut-être des difficultés à gérer. La question du multilatéralisme, c'est le retour en fait des États-Unis dans le dialogue sur la scène internationale et vers des organismes multilatéraux comme les Nations Unies et d'autres organismes comme l'OMS, qui est une agence des Nations Unies. Alors, 100 jours, c'était hier, où on est clairement, Biden déjà, il a un plan extrêmement clair pour la nation. Il a montré qu'un gouvernement peut changer les choses. Il a un parti unifié derrière lui, jusqu'ici, soyons honnêtes. Donc le Parti démocrate qui a plusieurs branches, notamment celle à l'extrême gauche, pourrait peut-être s'effriter ou se casser chemin faisant durant la présidence si certaines prises de décision par le président ne commencera pas à plaire ces franges-là. Donc il faudra voir s'il est capable de gérer aussi ce parti unifié durant les prochains mois et même jusqu'à la fin de son mandat. Il y a eu un plan de stimulation économique et de relance économique qui a été adopté, enfin. La vaccination continue bon train et l'objectif est pour le 4 juillet, donc la fête nationale américaine, d'avoir une majorité de la population autour de 70 à 80% de la population qui sera vaccinée. Il y a aussi, c'est encore en négociation, ça va être bientôt proposé, un plan global d'investissement en infrastructure. Je vais avoir un slide plus loin sur ces thématiques-là et la réintégration de la nation dans des organes multilatéraux. J'en parlais tout à l'heure, les Nations Unies. Alors Biden et l'économie. Point important, plan de relance quasiment de 2 000 milliards de dollars avec des chèques généreux qui ont été donnés aux familles, des allocations de chômage jusqu'au mois de septembre 2021, des investissements pour accélérer le processus de vaccination, d'aide à l'ORECA, les hôtels, les restaurants, les cafés à travers le pays, mais aussi un effet direct grâce à ce plan de relance sur le PIB national, mais aussi sur l'économie mondiale, parce que quand les États-Unis se relancent, d'autres nations qui sont hautement connectées aux États-Unis se relancent, même à moindre égard, mais ils se relancent aussi. Alors maintenant, il faudra voir si, à moyen et long terme, cette dette qui est créée, même si elle ne coûte pas cher, on l'entend souvent, deviendra incontrôlée ou pas. Là aussi, la question reste ouverte. Biden et les impôts, son fameux plan taxe, là aussi, c'est un grand point d'interrogation parce qu'il faudra voir s'il aura la majorité. Il vient d'en parler ces derniers jours, il l'a exposé. C'est un plan fiscal qui devrait rapporter de l'ordre de 2 000 milliards de dollars sur 15 ans, en théorie, je le précise. Mais c'est un impôt qui va modifier profondément l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les entreprises, passant de 21 à 28%. Je vous rappelle que sous Donald Trump, il était passé de 35% à 21%. Et maintenant, Joe Biden pardon, essaie de le ramener à un niveau moyen, donc de 28% sur les profits réalisés aux États-Unis et passant de 10,5 à 21% sur les profits réalisés à l'étranger. Alors, on va augmenter aussi les impôts sur les personnes physiques les plus riches, donc le fameux top 1%, ces multimilliardaires qui, eux, acceptent de pouvoir payer beaucoup plus d'impositions, mais en étant sûr alors que ce soit bien redistribué pour des projets vraiment pour toute la collectivité. Tout ce plan de réorganisation de l'assiette des impôts permettra de financer le plan colossal de relance, mais aussi le plan massif dans le cadre des infrastructures. Et donc, il y a une grande collaboration en fait entre l'OCDE, l'organisation internationale qui est basée à Paris, et même le G20 sur une taxe minimum au niveau mondial qui serait imposée, donc de 20%, ce qui permettrait aussi dans le cadre des grandes entreprises dans la technologie digitale, je pense aux GAFAM, donc on les connaît fort bien, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, d'avoir une taxe beaucoup plus équitable là où ils font des profits et non plus dans certains paradis fiscaux, notamment on le voit en Irlande où beaucoup, notamment Google et Facebook, sont là, où la taxe sur les bénéfices d'entreprise au niveau corporate est de 12,5%. Alors,
Hormis ce plan de relance et cette nouvelle assiette d'imposition aux États-Unis, Biden a un regard assez marqué sur les infrastructures. Ils ont proposé un projet, assez ambitieux pour réparer les routes, les ponts, les lignes de tram, les métros, mais aussi les réseaux de trains. Je vous donne un simple exemple, quand vous passez, New York, quand vous passez Los Angeles et que vous vous promenez dans l'intérieur du pays, dans ce fameux Middle West, vous vous rendez compte en fait que, les ponts sont en très mauvais état, les écoles publiques, je ne parle pas des privées ici, qui sont, très, très bien financées. Donc les États-Unis ont profondément besoin d'un plan de relance d'infrastructures. Ça avait déjà été évoqué sous la présidence de Trump. Malheureusement, ça n'avait pas pu voir le jour. Je crois que Joe Biden fera de tout pour arriver à appliquer ce plan d'infrastructure, même ad minima, mais je crois que les écoles publiques, les routes aussi, les ponts en ont sérieusement besoin. Ce plan va aussi accélérer la digitalisation avec plus d'investissements pardon, sur l'installation de la fibre optique et ce financement passera, comme je le disais tout à l'heure, par un relèvement de l'assiette d'imposition sur l'impôt des sociétés, passant de 21% actuellement à 28%. Alors Biden et le monde, la politique étrangère de Biden reste encore floue jusqu'ici, mais si on devait reprendre quelques grands chapitres, la Russie d'abord, il y a eu un peu la stratégie de la douce froide, comme je l'appelle, parce qu'il a été extrêmement direct et dur à l'égard de Vladimir Poutine, le président russe, mais puis ensuite il l'a invité au sommet sur le climat qui s'est déroulé récemment. Donc je crois que le locataire du Kremlin en ce moment est en train de se demander à quelle sauce il va être mangé et quel type de relations bilatérales vont prendre forme entre Moscou et Washington. Et là aussi, ça reste une grande inconnue. Du côté chinois, il y a une continuité dans la fermeté qui avait été appliquée par l'administration Trump. Néanmoins, il reste sur le dossier climatique une grande ouverture, comme c'est le cas avec l'Union européenne. Mais je parle de dialogue d'indépendants parce que les Européens essayent de plus en plus d'avoir une autonomie stratégique de leur côté, notamment sur les questions de défense, mais pas que, et sur les questions climatiques, c'est le cas aussi. Donc l'Union européenne devrait peut-être apprendre dans ce moment de marasme et de pandémie, devrait peut-être apprendre de l'audacité qui a été appliquée jusqu'ici par l'actuel locataire de la Maison Blanche pour se relever peut-être plus vite, une audacité notamment dans un plan de relance économique qui est déjà extrêmement ambitieux sur le sol européen, mais qui, du côté américain, va beaucoup plus vite et qui postpose d'une certaine manière, d'une décennie, le déclin relatif des États-Unis. Alors l'Afrique, on ne peut pas l'oublier. Biden désire réinvestir le continent parce que les deux puissances, Chine et Russie, ont massivement investi. La Chine, elle, pour des questions d'infrastructure et puis pour pouvoir acheter alors, des matières premières, et la Russie pour y vendre pardon, énormément de, matériel de défense. Alors la question, vaudra la peine d'être posée, que va faire Biden? Il s'est entouré, de fins connaisseurs, il connaît assez mal le continent, mais à la volonté de se réinvestir ou de réinvestir plutôt la nation sur le continent africain, de manière économique, pas de manière militaire, parce qu'on voit qu'il y a un désengagement au niveau des zones de conflit. Pensons à la volonté, en tous les cas à la déclaration, il faudra voir dans les faits à brève échéance, le désengagement total des troupes américaines en Afghanistan et qui va créer une poche d'instabilité dans la région qui me préoccupe grandement. Alors, après Biden et le monde, c'est à se demander aussi si c'est pas un retour en force de l'exécutif, des gouvernements. C'est une activité gouvernementale sur la vie des Américains qui l'ont accepté, bon an, mal an, après une période de 4 ans justement avec un État assez lointain sous l'administration Trump et surtout un retour de l'État-providence qui s'est endetté. Maintenant, on est à 4 000 milliards de dollars d'investissement entre, proposition de plan, d'infrastructures, de relance infrastructure, d'investissement. Le plan de relance économique, on est quasiment à 2 000 milliards de dollars. Et puis une volonté, là c'était la nuit passée que Joe Biden, lors de son
allocution au Congrès, justement évoqué le fait que les États-Unis vont investir aussi pour les enfants, les familles et la classe moyenne, et cela devrait avoir un coût aussi de 2 000 milliards de dollars. Donc vous imaginez, l'État américain est en train d'investir à hauteur de milliers de milliards. C'est clair que ce sont des investissements qui sont faits sur 10 à 15 ans, mais ce sont des investissements qui, au niveau du ratio de la dette du pays, le mettre dans une situation assez difficile, et qui, sur le plan théorique aussi, on n'est pas sûr que les changements au niveau de l'imposition des riches, notamment, et des sociétés, cela pourrait vraiment faire rentrer de l'argent sur les 10 à 15 ans, sur les 10 à 15 prochaines années. Donc il y a un réel activisme gouvernemental qui fait penser à Roosevelt durant le New Deal, mais qui fait penser aussi à Lyndon Johnson dans les années 60, quand il a relancé le débat sur une grande société avec des grandes réformes à travers le pays, notamment aussi sur les questions éthiques et raciales. Et il y a une volonté ultime de l'administration Biden, qui est de booster le filet de sécurité sociale pour tous les citoyens face à la crise. Donc on le voit vraiment, Joe Biden s'inscrit comme un président de toutes et tous. Alors, je termine avec un slide qui est une question très ouverte. Biden le sauveur. Bon, ça vaut la peine de se poser. Biden est un peu en train de s'imposer pour le moment comme un Franklin Delano Roosevelt ou un Lyndon Johnson. Ne cherche pas nécessairement la popularité, mais cherche un interventionnisme, en tous les cas appliquer l'interventionnisme du gouvernement pour aider tous les Américains, quels qu'ils soient, et pas que ceux qui ont voté pour lui. D'une certaine manière, nettoyer les 4 années de Donald Trump, mettre un peu d'ordre, postposer un déclin relatif des États-Unis, surtout sur le plan économique, recoudre, si pas sauver, un certain nombre de liens. Effectivement, on l'a vu avec les Européens. Dès le départ, il a renoué le lien avec des organisations internationales comme les Nations Unies. Alors, sauver la nation de la Covid-19, on le voit. Il a relancé toutes les questions liées au port du masque, mais surtout accélérer le processus de vaccination. Et puis un dernier point qui me semble fondamental, qui était une volonté depuis toujours, et ce n'est pas parce qu'il est progressiste ou de gauche, mais c'est sauver les classes moyennes, qui sont dans une situation difficile à l'heure actuelle aux États-Unis, parce qu'elles n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter, alors que le coût de la vie aux États-Unis a fortement augmenté. Sauver aussi les enfants, parce que il y a le système de crèche aux États-Unis et de gardiennes est un système qui existe assez mal. Il rentre directement à l'école primaire, donc il y a une volonté du président de pouvoir donner vraiment un cursus et une gratuité de ce cursus-là jusqu'à l'université, mais sauver aussi les familles de manière beaucoup plus globale. Donc tout ça, peut-être, Biden, je ne crois pas que ce sera le sauveur, mais je crois que ce sera une personne qui fera de tout pour marquer de son empreinte, pour être le président de toutes et de tous. Et surtout, il s'est inscrit depuis le début pour être un président l'anti-Trump par excellence, non pas pour casser tout ce qu'avait fait son prédécesseur, mais s'inscrire comme un homme qui est là pour servir et d'une certaine manière, pas se servir. Voilà donc qui termine cette présentation, que je vous enverrai avec beaucoup de plaisir. Je m'en remets à vous pour les questions. Julien ou notre président, je vous laisse le micro. Bien, alors j'espère que vous m'entendez. Bonsoir Roberto, Julien, bonsoir tout le monde. Voilà, dès que un seul petit internet nous manque et tout est dépeuplé, en fait, je ne vous vois pas, alors j'espère que vous m'entendez. Je vous demande d'applaudir de toute façon la brillante présentation de Roberto. Dommage. S'il vous plaît, c'est maintenant. Voilà, merci beaucoup Roberto. On va passer à la série questions. J'ai vu au fur et à mesure de mes accrochages avec vous des questions passées. Magali Orsini, elle en avait une des premières intéressantes. Si elle m'entend, elle ouvre son micro et elle pose la question. Magali ? Alors, je ne la vois pas. Jean Gosse, alors. Oui, oui je regrette, je n'ai pas tout écouté. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais le peu que j'ai écouté était très intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup, Roberto. Merci. J'ai une question parce que ce président m'a l'air fantastique
Et ce que je n'ai pas très bien compris, c'est son attitude vis-à-vis de MBS. Il a carrément dit ouvertement, comme un super président, que ce type-là avait eu, bon, qu'il avait carrément donc zigouillé quelqu'un à l'ambassade d'Istanbul. Jamal Khashoggi, le journaliste. Exactement, les journalistes. Et puis tout d'un coup, je vois qu'on accuse quelqu'un, mais on fait comme si de rien n'était par la suite. Je n'ai pas très bien compris ça. Alors, la réelle politique, je vous promets, Enza, vous vouliez à chaque fois des questions brèves et des réponses brèves. C'est promis, je le ferai. Je vais essayer de m'atteler à cette tâche-là. Jean, en fait, si on a remarqué, il y a eu une critique très virulente de la part de la Maison-Blanche et de Biden à l'égard de Mohammed bin Salman, donc, qui est le président, enfin non, plutôt qui est le prince héritier saoudien. Et puis, quand on regarde les chiffres au niveau de l'armement, la vente d'armement ou la continuité des investissements, tout reste identique. Et donc, c'est à se poser sérieusement une question. Ça fait vraiment réfléchir à la réelle politique qui était déjà appliquée du temps de Kissinger sous Nixon. Je crois tout simplement que sur certains pays, on ne peut pas passer à côté de certaines alliances, notamment avec les Saoudiens dans la région. Ils ne seront pas nécessairement le pivot, on le voit bien sur des questions énergétiques, parce que les Américains ont une indépendance à l'heure actuelle énergétique avec le gaz de Rochemer et le pétrole de Rochemer, mais ils doivent garder un certain nombre d'alliés, notamment en contrepoids à l'Iran et donc aux chiites, et donc ils doivent garder un peu d'amitié avec les Saouds, donc la famille royale et puis d'autres nations dans la région. C'est ça qui fait que la réelle politique est assez frustrante entre un discours et puis derrière le business qui continue et surtout l'armement qui continue, enfin en tous les cas l'approvisionnement en armement. Merci beaucoup, Robert. J'espère avoir répondu à votre question, Jean. Bon, apparemment oui. Est-ce que Magali m'entend? Apparemment, toujours pas. Gérard Zimi, oui, qui a une question. Bonsoir Roberto, bonsoir à tous. Oui, ma question est la suivante. Les 4 années de présidence Trump ont été une occasion pour l'Europe de commencer à se remettre un petit peu sur une voie, à parler ensemble et à présenter un démarrage d'une vraie Europe. C'est un petit élan à peine amorcé. Est-ce qu'il n'est pas maintenant menacé d'être détruit par la stratégie de Biden? Elle est super intéressante, votre question, comme celle de Jean tout à l'heure, mais elle est très intéressante parce que je vais essayer de vous répondre par un exemple concret avec la Chine. Donc, les Européens ont signé un accord sur les investissements qui s'appelle CAI avec la Chine au mois de décembre 2020. Cet accord a fait grincer beaucoup de dents en fait à Washington avec la nouvelle administration qui, elle, veut absolument qu'il y ait un front commun contre les Chinois. Et puis, en fait, la position européenne, elle commence à devenir de plus en plus dure à l'égard de la Chine au fil des mois. Au mois de juin, donc dans quelques mois, il y a un G7 présidé par les Britanniques. Ce sera en présentiel, Biden sera là. Mais je suis sûr et certain que Biden fera de tout pour encore plus rigidifier la position européenne à l'égard de la Chine. Et je suis convaincu que cet accord sur les investissements bilatéraux entre l'Union européenne et la Chine a du plomb dans l'aile. Ça va avoir beaucoup de difficultés à passer, notamment sur les questions liées aux droits de l'homme. Ça va avoir beaucoup de difficultés à passer au Parlement européen. Et donc, tout ça pour vous dire que les Américains vont tenter, en tous les cas, sur certaines questions stratégiques, notamment la Chine, de freiner un peu les ardeurs européennes. Par contre, pour le reste, au niveau de l'intégration et surtout d'une maturité politique, enfin, je ne vois pas d'autre expression des Européens, je suis sûr et certain que Biden va accueillir cela avec beaucoup de plaisir. Mais c'est aussi, au mois de septembre, il y a des élections générales en Allemagne. Donc Merkel s'en va. Il faudra voir aussi quel sera le binôme, parce que c'est quand même le moteur économique au niveau européen. Donc là aussi, un grand point d'interrogation autour du mois de septembre 2020. Merci. Merci. Merci beaucoup, Roberto. Merci de la question. Alexandre Tchèque, que je suis contente d'accueillir ce soir. Est-ce que tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, parfait. Une réaction, magnifique. Une question? Oui, volontiers. Bonsoir Roberto, merci pour cette belle présentation. Alors moi j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a chez Biden une stratégie
stratégie qui se profilerait pour le mandat suivant? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était sur le fait que je vous rejoins lorsque vous le comparez à Roosevelt, mais je trouve qu'il explicite relativement peu sa politique aux Américains, alors même qu'il doit aussi réunifier le pays. Voilà. Je commence par la deuxième parce que la première question a été interrompue par une petite coupure du réseau. Et vous me la réexpliquerez par rapport. J'ai juste entendu stratégie. En fait, donc pour FDR, le fait que Biden explique très peu, il y a une volonté profonde à la Maison-Blanche à l'heure actuelle pour ne plus être dans une dépense d'énergie sur les réseaux sociaux et une dépense d'énergie au niveau de la communication en télévision ou autre. On voit très peu Biden, hein. On le voit très peu prendre la parole. Hier, c'était un plaisir d'enfin l'avoir pendant 1 heure et quelques au Congrès, d'expliquer un peu plus en détail, même s'il n'y a pas de questions-réponses à la fin. Et donc, je crois que c'est vraiment une stratégie de la Maison-Blanche à l'heure actuelle pour ne pas trop prendre la place publique et la communication. C'est vraiment une inscription. C'est passé du noir à blanc. C'est une approche totalement différente maintenant de cette administration. C'est pour ça qu'il explique peut-être un peu moins, mais le projet est clairement identifié dans sa tête et il était voulu d'ailleurs. C'était bipartisan, démocrate et républicain sur les questions des infrastructures notamment. Et dernier petit point sur les questions de l'imposition, c'est aussi une volonté de l'OCDE depuis de très nombreuses années qui essaie de négocier ça avec les grandes puissances, d'avoir une taxe globale mondiale. 21% est une idée, elle n'est pas encore acceptée. Et il y avait toujours des freins du côté de Washington. Et c'est la première fois qu'une administration ouvre la porte pour avoir une taxe mondiale, mais surtout ce qui permettrait d'avoir une taxe au niveau des GAFAM, des taxes au niveau digital des grandes entreprises. Je pense à Facebook ou autres qui, des fois, ne payent que 12,5% ou même moins en Irlande. Pour la première question, j'ai été coupé. Alexandre, est-ce que vous pourriez la répéter, s'il vous plaît? Avec plaisir, elle était très simple. C'était est-ce qu'il y a une stratégie monomandat de Biden qui consisterait à faire un maximum de choses et ensuite à laisser la place à Kamala Harris dans la foulée? Bon, tout le monde le sait, il ne l'a pas dit clairement, il a dit qu'il ne ferait qu'un mandat, mais il ne va pas le répéter parce que sinon, ça, il perd en crédibilité, notamment dans le cadre de négociations politiques. Mais tout le monde le sait. Et d'ailleurs, moi, je m'attelle, quand je montre des photos de Biden, de montrer le ticket présidentiel, comme on l'appelle, donc président-vice-président, parce qu'il a voulu absolument englober dans toutes les décisions et dans toutes ses activités et ses négociations la vice-présidente. Parce que d'habitude, le vice-président, il reste dans l'ombre, ou la vice-présidente, c'est la première fois, reste dans l'ombre, on le voit très peu, à part sous Trump. Mike Pence avait la gestion de la Covid-19, enfin de la pandémie. Ici, c'est une volonté, non pas parce que c'est une femme, mais pour le suivi, d'avoir Kamala Harris tout le temps avec lui pour pouvoir lui permettre de comprendre tous les dossiers, d'être totalement prête et de ne pas être taxée justement de mauvaise préparation ou d'amateurisme ou autre. Rappelez-vous, Obama, au tout début, quand il est arrivé juste avant 2008, lors de son élection, on disait que c'était un junior sénateur, c'était parce que ça faisait trop peu d'années qu'il avait été élu au Sénat américain, et on se disait qu'au niveau affaires étrangères, il s'y connaissait que très peu. Mais je crois qu'il y a une volonté vraiment de propulser Kamala Harris. Il faudra voir maintenant du côté républicain qui sera là, si un Trump revient, si quelqu'un d'autre, si une femme républicaine reviendrait et qu'on aurait 2 femmes alors qui seraient face à face en 2024. Là aussi, la porte est grandement ouverte. Merci infiniment. Je vous en prie. Avant de passer la question aux 2 personnes qui lèvent la main, tu penses, Roberto, que le président d'avant ne reviendra plus? Alors, pour Trump, j'ai un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête. Il faut juste savoir une chose. Donc, en politique aux États-Unis, tu ne vis pas sans l'argent. L'argent est l'air de la guerre en politique pour se faire élire, parce que les élections coûtent énormément. Et Trump, juste après le jour des élections aux États-Unis, jusque début janvier, il a levé des fonds, il a levé 200 millions de dollars, donc ce qui est assez conséquent. Il en a dépensé 50 pour essayer de faire invalider des résultats électoraux dans des États à travers le pays. Mais il lui reste encore 150 millions de dollars. Ma sensation, et c'est la sensation évoquée par pas mal d'experts de politique américaine, c'est qu'il va financer des campagnes politiques à travers le pays pour des députés et pour des sénateurs. Ce qui veut dire par là qu'il va commencer à avoir des amis au Congrès. Et avoir des amis, ça lui permet de revenir peut-être à terme dans l'arène politique.
il faudra voir comment est-ce qu'il va réussir dans sa communication, peut-être en ayant son propre réseau de, enfin de télévision pardon, et de communication. Il faudrait voir à terme comment est-ce qu'il va se repositionner. Je ne crois pas qu'avant l'été 2021 ici, peut-être à l'automne, il fera de nouveau entendre parler de lui, mais je crois qu'il est plutôt dans une chambre, dans un sas de décantation là pour le moment pour éviter des problèmes, surtout après les problèmes au Capitole début janvier 2021. Mais il y a des chances. Il a l'argent en plus pour. Merci beaucoup, Roberto. Alors, Julien Tagnon, dans la mesure du possible, dites-nous en 2 mots toujours qui vous êtes. Julien Tagnon. Bonsoir, je suis un kidam qui s'intéresse à l'actualité internationale, sans plus. Je suis basé à Genève et je travaille dans le monde de l'informatique. La question que j'avais, c'était que pensez-vous de l'idée que finalement Joe Biden souffre d'un début de sénilité dont tout le monde est conscient, mais dont personne ne parle, mais qu'on peut observer depuis, en tout cas, une certaine confusion depuis le début des élections, et qu'en fait, il n'est pas vraiment en contrôle de la situation, mais que c'était le seul qui était capable de remporter l'élection face à Trump. Ce qui expliquerait la rareté de ses interventions. Alors, merci Ouais. Julien. Non, j'ai bien compris, hein. Et c'était ce qui a été énormément colporté pendant la campagne électorale, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Quand on voit un président qui a cette capacité de mettre sur pied plusieurs plans stratégiques avec une équipe, bien sûr, il n'y a pas que lui qui le fait, mais d'avoir un esprit visionnaire pour l'infrastructure, pour les enfants, pour la santé, pour le plan de santé, pour l'environnement, s'il était vraiment sénile et qu'il avait des problèmes au niveau de sa mémoire ou encore tout autre problème au niveau neurologique, il aurait eu quand même quelques difficultés à pouvoir mettre sur pied autant de plans stratégiques parce que c'est quand même lui qui impose le là, c'est lui qui impose aussi les priorités. Donc, première priorité, c'est que la pandémie se termine et que l'économie soit relancée, donc plan de relance économique. Et puis après, l'environnement. Et puis donc, d'autres plans vont arriver dans le futur s'il a une majorité qui va avec lui. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec cette question de sénilité. Oui, peut-être il oublie certaines fois, oui, il fait des lapsus. Mais alors, une personne qui est capable, je ne sais pas si j'en serais capable moi-même, alors que j'ai 44 ans, une personne qui est capable de gérer aussi bien certains dossiers, qui hier a pris pendant 1h20 la parole devant le Congrès et qui a fait un discours vraiment très clair, enfin en tous les cas, je l'ai trouvé très clair. Je ne suis pas trop tracassé par rapport à ces problèmes neurologiques ou des problèmes de sénilité. D'accord, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alexandre Vergari. Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci pour cet exposé. Ma question est relative à la relation bilatérale entre la Suisse et les États-Unis. Donc on connaît les grandes puissances, qui ont été parfaitement évoquées. Maintenant, la Suisse, on a vu qu'il y a eu les votations récemment par rapport au bilatéralisme et ça a été accepté d'une courte majorité, mais ça a été accepté quand même entre l'Indonésie et la Suisse. La Suisse a aussi des actions bilatérales d'un point de vue financier avec la City à Londres. La Suisse a constamment des bilatérales avec toute l'Europe. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez avec le soulagement que nous avons eu en fait avec l'élection de Joe Biden face à Donald Trump, qui a vu qu'il était un président beaucoup plus ouvert à la négociation classique que nous connaissions avant Donald Trump. Comment vous envisagez les nouvelles relations bilatérales qu'il pourrait y avoir entre notre Suisse, pas seulement financière, mais dans cet ensemble en fait, du bilatéralisme avec les États-Unis? Je rappelle juste une chose, c'est que la Suisse, même sous Trump, avait été quand même centrale lors de négociations secrètes. C'était sur des questions liées à l'Iran et d'autres questions. C'est souvent sur territoire suisse et non pas parce qu'il y a les Nations Unies au niveau droits de l'homme à Genève, mais tout simplement pour les bonnes relations de la Suisse qui permettaient d'avoir une forme une sorte non pas de secret, mais ça permettait aux troupes américaines et aux diplomates américains de pouvoir dialoguer et négocier à leur aise. Il y a eu quand même un moment de tension, si ma mémoire est bonne, durant la fin du mandat
de Trump avec la Suisse, parce que plusieurs pays ont été placés sur une liste en tant que manipulateurs de monnaie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et donc je crois que la Suisse a été placée, puis après elle a été enlevée, donc ça a duré très peu de temps. Donc on a un retour à la normale entre Washington et Berne, on a un retour à la normale. Maintenant, il faudra voir au niveau du caractère financier, vous en parlez justement par rapport au Brexit, par rapport à la City et par rapport aussi, si on mettait ça en parallèle avec l'accord cadre Union européenne et Suisse, vous pensez bien que les Suisses, je crois, pensent d'abord à leur marché unique de proximité avant de penser ce qu'ils pourraient faire. Je crois que la seule question sur laquelle les Suisses se tourneront au niveau américain seront des questions de politique, de diplomatie et peut-être des fois de pouvoir faire passer quelques décisions politiques dans des organismes internationaux. Pour les questions purement économiques, je crois, enfin, de ma sensation personnelle, les gouvernants suisses ont beaucoup plus d'intérêt à se tourner vers les Européens ou la Grande-Bretagne. Mais c'est clair qu'on retourne à la normale. Merci. Retour à la normale, ça c'est des mots qui font plaisir. Merci Roberto. Magali Orsini, peut-être est-elle revenue. Magali? Le micro. Il faut ouvrir le micro. Je suis désolée, vous m'entendez? J'ai eu un téléphone urgent, je suis désolée. Alors peut-être que je vais vous poser une question à laquelle vous avez répondu en mon absence. Donc vous avez vu que je me félicitais. Moi, je suis toujours dans la divine surprise de la politique de ce président. Et je me dis que c'est même pas un Obama ou une Clinton qui aurait pris des dispositions aussi rapides et aussi tranchées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur De Prumis, mais moi je trouve que vraiment c'est à la fois inattendu et magnifique cette façon de vouloir taxer les GAFAM dans les pays où ils réalisent leurs produits, vouloir limiter le taux d'imposition des entreprises. Enfin, tout ça, ça me paraît absolument magnifique, ce travail sur les classes moyennes, etc. etc. Voilà, je vous pose juste peut-être cette question. Je sais qu'en Suisse, il va y avoir des remous parce que ça fait des années qu'on se bat pour abaisser le taux d'imposition et que, par exemple, à Genève, on est à 13,5. Donc, vous voyez qu'on est loin du compte et que ça ne va pas manquer de faire quelques remous. Mais d'une manière générale, voilà, je pose la question de me dire comment ça se fait qu'ils puissent se permettre de faire un programme aussi clair, aussi tranché, aussi quand même assez révolutionnaire, alors que les autres avaient l'air de ne pas pouvoir se le permettre. Alors, la question est très intéressante parce que si on regarde, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, mais ce sont des décisions qui n'ont pas valeur de loi. Ce qui veut dire par là, donc, comme je le disais au début de ma prise de parole, ce sont en anglais, aux États-Unis, on parle d'executive order, donc ce sont des ordres exécutifs présidentiels. Ce qui veut dire que peut-être en 2024, si un républicain, parce qu'en fait, Biden n'a pas la majorité, il l'a, mais pour certains types de lois, il faut une majorité renforcée. Eh bien, il passe par des ordres exécutifs présidentiels qui pourraient peut-être, donc simplement à sa signature, qui pourraient être cassés en 2024 si un président ou une présidente républicaine arrivait et pour qui, par exemple, un ensemble de thématiques sur les infrastructures, ça ne lui plairait peut-être pas ou au niveau du plan de relance. J'en doute jusqu'ici, mais il a voulu agir bien et agir vite parce qu'il se rend compte que la nation est en difficulté et pas que sur le plan économique, sur le plan de la santé. Il se rend compte au niveau des enfants qu'il fallait absolument, avant l'école primaire, d'avoir au moins un suivi et une gratuité au niveau de l'enseignement, la classe moyenne qui est en difficulté. Donc ça, c'est un ensemble d'ordres exécutifs présidentiels qu'il a pris, qui pourrait être cassé en 2024. Donc oui, c'est extraordinaire, mais à la fois, il y a certaines choses qui va devoir quand même tourner sous forme de loi. Je vous rappelle qu'il a la majorité à la Chambre, au niveau des députés, mais au niveau du Sénat, il y a égalité. Et c'est la vice-présidente, qui est présidente aussi du Sénat, qui peut faire pencher la balance vers le camp démocrate. Merci beaucoup, Roberto. Est-ce qu'il y a des questions ou au hasard? Alexis Jacques, ça fait un long moment qu'on ne te voit pas. Le sujet t'intéresse probablement. Est-ce que tu as une question? Non, les questions ont déjà été posées un petit peu. Je dois dire qu'elles étaient toutes assez intéressantes comme les réponses, mais ça englobait pas mal des différents aspects qui étaient un peu d'actualité sur ce qui se passait un peu autour de Biden. Donc,
à part essayer de voir sur l'avenir, mais il y a déjà des questions qui ont été aussi posées dans ce sens-là. Donc, j'avoue que j'en ai pas beaucoup actuellement, puis surtout qu'il est que récemment élu, donc on n'a pas encore de quoi parler beaucoup. Il y a pas mal de choses qu'on peut espérer ou se demander de comment ça va se passer, mais ça va aussi beaucoup dépendre des, comme Roberto l'a très bien dit, des majorités éventuelles ou de ce qui va se passer par la suite. Donc je m'attendais à peut-être avoir des petits éléments en plus, j'en ai eu, mais voilà, j'espère très vite en avoir d'autres, ce qui passera pour les suites éventuelles. Alexis, juste un détail, on parle souvent des 100 jours, mais ce sont les 600-700 prochains jours qui vont être importants parce qu'il y aura un prochain scrutin. Donc c'est à lui de travailler au mieux et de garder aussi un parti unifié, parce que c'est vraiment important ça, qu'il ait tout le Parti démocrate unifié derrière lui. Je pose la question à Hillary Clinton, elle n'avait pas un parti unifié derrière elle et elle a perdu les élections. C'est juste. Merci en tout cas pour la présentation et puis, pour l'organisation des séances du CDE. Super présidente et de Jules. Merci, cher Alexis. Et Roberto, rien par rapport un peu à suivre cette question, rien de plus confidentiel que tu pourrais nous dire, de plus croustillant, toi qui sais tout des États-Unis. Non, mais avant, j'avais le plaisir de pouvoir voyager. La Covid-19 a complètement bloqué tout le monde. Donc, on est obligé de passer par des connaissances sur le terrain, des personnes qui racontent un petit peu. En fait, jusqu'ici, il n'y a pas le moindre tension. Pour autant, sous Trump, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait sa fameuse émission qu'il avait produite où à chaque fois, il disait « You're fired », où il mettait à la porte des gens. Et donc, on a regardé dans son administration, il y avait des têtes qui tombaient l'une à la suite de l'autre. Dans celle-ci, il n'y a personne qui bouge. Tout a l'air d'être extrêmement harmonieux. Donc, au niveau, tout se passe très bien avec son épouse, au niveau de Joe Biden. Ça n'a rien à voir avec Melania Trump. Donc, au niveau des questions privées ou non privées, je dois avouer que cette administration commence très, très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les 100 premiers jours donnent le là, peut-être pas complètement, mais donnent le là pour nous faire comprendre qu'il y a un retour à la normale, mais surtout, on a un retour vers quelque chose de beaucoup plus stable. On ne devait pas attendre de se réveiller chaque matin en attendant le prochain tweet ou la prochaine exclamation présidentielle qui aurait peut-être mis à mal des entreprises. Juste un souvenir, Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, était la bête noire de Donald Trump parce que Donald Trump se faisait critiquer par le Washington Post. Et le Washington Post est détenu par Jeff Bezos. Et donc, il y avait un certain nombre, on attendait chaque matin vraiment des critiques qui allaient, alors que dans cette administration, justement, tout est calme. Ils travaillent. Ils se taisent, ils travaillent. Merci beaucoup. Alors, il y a des mains jaunes qui se sont levées. Je vais les prendre par ordre comme je les vois. Bruno Petterer. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Roberto. J'ai une question concernant le Covid. Donc, le Covid, dans quel sens la situation du Covid a un impact sur le travail et le succès de Joe Biden? Alors, il faut déjà voir que la situation est totalement différente d'un État à l'autre aux États-Unis. Il y a des États comme le Michigan, donc dans le centre des États-Unis, qui voient une recrudescence énorme de cas, alors qu'au niveau de la Californie, qui a souffert et qui a dû fermer complètement, donc c'était vraiment une fermeture totale. Hein. Ce n'est pas une question uniquement de terrasse, tout était fermé et tout le monde était à la maison. Là, maintenant, ils commencent à rouvrir et au niveau du processus de vaccination, il y a environ 20 millions de personnes qui ont été vaccinées de ce côté-là. Donc, ça dépend d'un État à l'autre. Disons que l'accélération du processus de vaccination permet justement la réouverture dans beaucoup d'États. Il faut juste savoir une chose, parce qu'il y a le président qui est tout en haut au niveau fédéral, et puis après, il y a les 50 gouverneurs à la tête des 50 États américains. Et chacun peut décider, on l'a vu avec le Texas, de rouvrir en tout ou en partie. Et peut-être des fois dans des situations qui sont extrêmement délicates parce que les chiffres sont peut-être très hauts au niveau des décès ou au niveau des infections. Donc, il faut peut-être voir après l'été, donc quand on arrivera à 70% ou à 80% de la population qui sera vaccinée, normalement, à mon avis, à ce moment-là, tout le pays sera complètement rouvert. Et même au niveau de l'économie sera relancé. Mais je crois que Joe Biden aussi a surfé sur une vague, on oublie souvent de le dire, la négociation pour les vaccins, elle a été faite par Donald Trump. Il a énormément négocié avec Pfizer et d'autres grandes compagnies pharmaceutiques en payant même des fois un peu plus cher, pour avoir en priorité
toutes les doses et directement avec la production locale pour être sûr et certain de ne pas avoir les problèmes qu'ont eu les Européens, parce que les Européens sont encore loin d'arriver à 60, 70 ou 80% de la population vaccinée. Merci beaucoup. Émeric Flippo, si je le Oui, prononce bonsoir à bien, tous. pardon. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Bonsoir. Et puis merci à Roberto pour votre bel exposé, c'est passionnant. Moi, j'avais une question sur un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui, je pense, peut peser lourd. Je voulais connaître votre avis sur le Brexit et connaître, en fait, savoir est-ce que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe change les choses entre les États-Unis et l'Europe, d'une part. Et la sous-question, c'est est-ce que ça va rapprocher les États-Unis du Royaume-Uni? Je rebondis sur la deuxième. Boris Johnson, l'actuel locataire du 10 Downing Street, donc Premier ministre britannique, lui espérait justement qu'avec le Brexit, la relation privilégiée de cousins allait justement pouvoir être amplifiée. On a vu, et c'est toujours dans le détail qu'on voit vraiment la big picture, comme on dit en anglais. Les premières rencontres, elles n'ont pas été avec le partenaire britannique. De la part de Biden, elle a été en vidéoconférence avec Merkel, avec Macron, avec d'autres leaders européens. Ça n'a pas été avec Boris Johnson. Donc il y a aussi, c'est vraiment dans ce genre de rencontre qu'on comprend quelles sont les priorités de Biden. Donc je ne crois pas que le Brexit est une aide pour réchauffer les relations de cousins entre Washington et Londres. Et votre première question, vous me demandiez si ça allait? La question de savoir, c'était si la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe allait affaiblir l'Europe dans la balance vis-à-vis des États-Unis. On perd quand même un gros poids économique et financier dans l'Europe avec la sortie de l'Angleterre. Oui, mais si vous regardez quand même la délocalisation de pas mal d'institutions au niveau des services financiers qui ont été vers Amsterdam, vers Paris, vers Francfort, vous vous rendez compte que, bon, il n'y a pas… la City continue à vivre, hein, donc au niveau de la finance. Mais moi, je trouve que c'est plutôt les Britanniques qui ont énormément à perdre. Regardez rien que le programme Erasmus d'échange au niveau estudiantin, mais même de recherche et développement au niveau des brevets qui seraient déposés au sein de l'Union européenne, dont faisait partie la Grande-Bretagne. C'est pour ça maintenant que les Britanniques sont en train d'énormément négocier avec les Européens pour les services financiers. Il semblerait qu'un accord ait été trouvé. Et c'est pour ça aussi que les Britanniques observent énormément la relation Union européenne-Suisse pour essayer de voir si eux, à terme, n'auraient pas une relation similaire dans 15, 20 ou 30 ans, avec énormément d'accords bilatéraux signés avec l'Union européenne, et avec quand même pas mal d'avantages au final, et qui pourrait donner peut-être une idée à d'autres pays pour sortir de l'Union européenne. Mais ce n'est vraiment pas un avantage parce que, tout comme la Suisse, pour chaque euro qui est dépensé par des entreprises suisses, il y a 50 cents dans le marché unique européen. On est dans des proportions assez similaires pour la Grande-Bretagne. Donc le marché unique européen, la proximité géographique joue énormément. D'accord. Merci beaucoup, Roberto. Merci à vous. Merci. On va prendre une toute dernière question. Sophie Guillot. Oui, bonjour. Je suis étudiante à l'IMSG. J'ai eu notamment cours avec Monsieur De Primis au semestre dernier en géopolitique et on a parlé justement des élections Biden-Trump. Et j'ai vu votre intervention sur la RTS en février dernier. Et j'avais donc une question sur la cybersécurité. Vous aviez parlé de la cybersécurité en Amérique. Et donc, je voulais savoir si ça avait évolué depuis votre intervention sur la RTS. Alors, il faut juste savoir une chose. Nous, Européens, je sais que je parle aux Suisses ici. Pardon, Roberto, il faudrait parler plus dans le micro. Là. Okay. On vous entend un peu moins. Alors, là, j'ai rapproché le micro et je parle plus fort. Je voulais dire par là, merci Sophie pour cette question. Au niveau des questions de la cybersécurité, il se passe une chose. Donc, les Américains ont quasiment une décennie d'avance sur les Européens et ils se sont plaints encore récemment parce qu'ils se rendent quand même bien compte, les Américains, que tout passe. On le voit ici, on est sur une plateforme digitale. On a vu tout à l'heure les difficultés qu'a eu notre présidente pour se connecter. On voit comme le digital est devenu fondamental. Et les Américains se plaignent énormément du manque d'intérêt de la part des Européens, qui
investissent, mais qui sont hautement en retard sur les questions de cybersécurité, de protection des citoyens, de protection des entreprises, de vulnérabilité face à des attaques, parce qu'on n'a plus eu, comme en 2017, un virus mondial qui a attaqué justement la planète enfin les entreprises et qui avait justement demandé à ces différentes entreprises qui avaient reçu ce virus-là de payer en Bitcoin une rançon. Les Américains se plaignent énormément, mais voient toujours la même menace face à eux. La Russie, et d'ailleurs, il y a eu énormément de critiques de la part de Joe Biden, critiquant donc le président russe et la Russie d'attaquer des firmes américaines, et surtout l'autre nation qui voit comme une menace dans le cyberespace, qui est la Chine. Et donc, ils aimeraient avoir un partenaire dans ce monde, dans cet autre espace qui est le cyberespace, l'Union européenne, et malheureusement, elle est à la traîne. Merci. Merci beaucoup, Roberto. Voilà, nous avons déjà fait 1 heure de cadran. Ça passe toujours terriblement vite. Moi, je reverrai avec plaisir la conférence puisqu'il m'a manqué des bouts. Comme tout un chacun, vous savez que vous pouvez la voir ou la revoir sur notre chaîne YouTube du Cercle des dirigeants d'entreprise. Et bien sûr, je pense à Sophie Guillot, étudiante, et à d'autres personnes qui sont en études peuvent également se faire des idées sur cette conférence comme sur les autres. Roberto, peut-être un mot. Je te sens très enthousiaste sur ce nouveau président. Est-ce que c'est parce qu'il a fait sortir l'autre? Non, du tout, parce que je n'ai pas de... Peut-être une petite... Je n'ai pas du tout de parti pris de ce côté-là et je ne suis pas un anti-Trump. Non. Moi, ce qui me plaisait justement durant l'ère Trump, c'est de voir l'évolution des États-Unis parce que je n'ai nullement été étonné par son élection, excusez-moi. Et donc, c'est surtout de voir comment, parce que souvent, il y a de nombreuses années, il y avait un panneau publicitaire à San Francisco qui disait ce que vous voyez ici en Californie, vous le verrez dans 10 ans chez vous. C'était pour les touristes qui passaient en Californie à ce moment-là. Bon, maintenant, les temps ont changé, c'était il y a plus de 25 ans. Mais souvent, ce qui se passe aux États-Unis est un laboratoire des fois et qui arrive a posteriori chez nous sur le sol européen. Et donc, je suis très intéressé de voir comment la nation américaine est en train de se rééquilibrer un petit peu en ce moment, mais je reste quand même, il y a quand même 75 millions, j'ai oublié le nombre précis de personnes qui ont voté pour Donald Trump, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, il y a encore une partie de la population qui est assez clairement contre Joe Biden. Il va falloir qu'il arrive à les convaincre, il va falloir qu'il travaille avec eux. Ça ne va pas être facile, il y a des élections de mi-mandat qui arrivent en 2022, pardon. Donc là aussi, il y a une partie du Congrès qui va être réélu. Il pourrait perdre sa majorité, comme ce fut le cas pour Obama en 2010. Donc je souris parce que je vois les États-Unis qui reviennent, en fait, qui reparlent avec le monde. Et il n'y a rien à faire sur des thématiques comme l'environnement, sur le climat. Si on n'arrive pas à se parler, on a vu comment ça a été avec la pandémie. Rappelez-vous quand même les problèmes avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les errances de la Chine pendant un mois et demi, au tout début de la crise. Il est fondamental qu'on ait un dialogue international. Voilà. Merci, ce qui me fait sourire et qui me rend heureux. Roberto de Primis, merci beaucoup. Quelle joie à chaque fois de t'entendre. Normalement, le rendez-vous est pris, si ça va pour toi, pour le jeudi 27 mai, pour refaire un tour de la planète. Oui. On choisira le sujet bientôt, selon peut-être ce qui se passe dans le monde. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un chaleureux applaudissement pour Roberto de Primis, s'il vous plaît. Merci, Roberto. Merci. Bravo. Merci voilà, l'enregistrement peut s'arrêter maintenant. Merci à Julien pour le côté technique. Bon, pour moi, ça n'a pas été